Bonsoir et bienvenue à tous pour ce webinaire de présentation du projet de la CPTS Sud 77. Je suis Céline Raclot, masseur kinésithérapeute libérale à la Maison de santé pluriprofessionnelle de Fontainebleau et coordinatrice du projet. Pour débuter cette soirée et afin de mieux vous connaître, vous trouverez dans le chat un lien vous permettant de renseigner votre profession ainsi que votre lieu d'exercice. Les réponses à ce petit sondage seront données au cours de la soirée, et ceci afin d'avoir une vue d'ensemble des professionnels de ce soir. Pour débuter cette présentation du projet de santé, voici une courte introduction sur la notion de CPTS et les étapes qui ont permis de construire la CPTS Sud 77 qui nous concerne. Comme vous le savez probablement, CPTS est un acronyme pour Communauté professionnelle territoriale de santé, une notion introduite par la loi du 26 janvier 2016 et définie, je cite, par un ensemble de professionnels de santé regroupés sous la forme d'une ou plusieurs équipes de soins primaires, d'acteurs assurant des soins de premier ou second recours et d'acteurs médico-sociaux et sociaux concourant à la réalisation du projet régional de santé. Il est important de noter que les CPTS constituent un nouveau mode d'organisation des soins à l'initiative des professionnels d'un territoire donné. L'idée principale est qu'une meilleure organisation entre professionnels de santé permettra de mieux faire face aux grands défis de santé publique des années à venir, de ne plus être en exercice isolé et d'apporter des réponses cohérentes à nos problématiques professionnelles ainsi qu'aux besoins des usagers sur le territoire. Le projet a débuté en 2019. En juin et en octobre, 2 réunions publiques de présentation du projet ont été organisées à la mairie de Fontainebleau et à la maison de santé pluriprofessionnelle de Nemours, avec un envoi des invitations à l'ensemble des professionnels du territoire effectué par la caisse primaire d'assurance maladie du département. À la suite de ces réunions, un groupe pilote s'est constitué. Et fin 2019, la lettre d'intention a été validée par l'Agence régionale de santé et les travaux ont démarré début 2020 avec 3 phases successives. Une phase de diagnostic territorial réalisée à l'aide de l'analyse des données statistiques sur le territoire. Les 271 réponses au questionnaire envoyés par l'assurance maladie à tous les professionnels de santé et les entretiens individuels menés par le cabinet Accentis, qui est un cabinet d'expertise en santé qui accompagne les porteurs de projets de CPTS. Le groupe pilote composé de 12 professionnels de santé, médecins, pharmaciens, infirmiers et masseurs kinésithérapeutes, dont 2 tiers de ces professionnels étaient déjà issus de structures d'exercice coordonné, que sont les maisons de santé pluriprofessionnelles de Nemours et de Fontainebleau. Une phase ensuite de constitution de 5 groupes de travail, regroupant plus de 40 professionnels de santé, avec d'autres professions qui ont permis d'enrichir le panel des différentes professions dans ces groupes. Ces groupes de travail ont mené une réflexion pour chacune des problématiques identifiées et enfin une phase de synthèse de ces travaux qui a permis de constituer le projet de santé autour de 5 axes qui sont les soins non programmés, les parcours de soins, la prévention, le lien ville-hôpital et l'accès aux soins et l'attractivité sur le territoire. La crise sanitaire est venue perturber le calendrier initialement prévu, mais a créé une opportunité d'ancrage territorial pour la CPTS, d'une part avec un fort rapprochement avec le centre hospitalier du Sud-Seine-et-Marne, et d'autre part avec une mission de relais d'information pour les professionnels de santé, notamment en ce qui concerne la prise en charge des patients atteints par la Covid, ainsi que dans l'organisation vaccinale locale. Cette crise a donc, contre toute attente, permis de projeter un petit peu en avance la CPTS dans un rôle d'acteur de coordination territoriale et de relais d'information. Le territoire de la CPTS Sud 77 donc, concerne
les communautés de communes de Moret-Seine-et-Loing, Gâtinais-Val-de-Loing, Pays de Nemours et la communauté d'agglomération du Pays de Fontainebleau, avec près de 166 000 habitants. Ce territoire est délimité ainsi pour répondre à deux enjeux. Premièrement, une cohérence de taille permettant de créer une communauté de professionnels de santé et une cohérence de problématiques médicales et sociales en rapport avec la population d'usagers du territoire qui ont été déterminées à l'examen des flux de consultation. Alors, beaucoup de professionnels se sont questionnés sur l'absence d'intégration des 21 communes de la communauté de communes du Pays de Montereau. Cette question n'est pas fermée, mais à ce stade, plusieurs éléments sont à prendre en compte. Un tiers de la population du secteur de Montereau a moins de 25 ans, et donc des problématiques de santé qui sont très différentes des populations âgées prédominantes dans les communautés de communes précitées. Et d'autre part, une part importante des flux de consultation de ce secteur, de Montereau, vont en direction de Sens, et notamment pour l'accès à des professionnels du second recours, contrairement à la communauté de communes de Gâtinais-Val-de-Loing, très au sud, où ces flux de consultation se dirigent davantage vers Nemours et Fontainebleau. Je laisse maintenant la parole à Sophie Brossier, médecin généraliste à la maison de santé pluriprofessionnelle de Fontainebleau, qui va vous présenter le premier axe du projet de santé qui concerne l'accès aux soins et l'attractivité du territoire. Bonsoir à tous. Du coup, j'ai effectivement la mission de vous présenter des pistes de réflexion pour améliorer l'accès aux soins sur notre territoire. Du coup, nous savons tous qu'il n'y a pas une seule journée sans que des patients nous fassent part de leur désarroi pour trouver un professionnel de santé. Pour eux, au lieu d'un parcours de soins, c'est plutôt un véritable parcours du combattant. Est-ce que vous connaissez un médecin traitant qui prend de nouveaux patients ? Est-ce que vous connaissez un dermato, un allergologue, un gynéco, un ophtalmo ? Je ne trouve pas de kiné, pas d'orthophoniste ou alors pas avant une dizaine de mois. Comment je fais ? C'est ce que nous entendons constamment, avec très peu de réponses satisfaisantes à fournir. Cette situation s'est installée depuis plusieurs années et continue de s'aggraver. Assez naturellement, le groupe de travail a estimé qu'il fallait d'abord se concentrer sur l'accès aux soins et particulièrement l'accès aux médecins traitants. C'est l'une des missions prioritaires dites socles de toutes les CPTS. Il n'y a pas une seule solution qui va tout résoudre. Ça, c'est sûr, et je pense que vous partagez ce constat. Mais un ensemble de mesures qui peuvent contribuer à redresser cette situation. Plus il y aura de participants à la CPTS, plus il y aura une dynamique collective et plus des solutions émergeront. Car c'est bien l'objectif des CPTS, récolter les fruits de l'association de bonne volonté, de compétences et d'expériences diverses et variées. En attendant d'être plus nombreux, très rapidement, les 3 diapositives qui suivent présentent les premières pistes classées un lien entre les patients et les médecins traitants. Vous allez me dire, mais comment ? Objectif numéro 2, ça serait de faciliter l'exercice de chacun par la coordination des professionnels et je vais y revenir. Donc, comme je vous disais, donc les CPTS peuvent permettre de les patients et les médecins traitants. Comment ? Donc, la première idée, ça serait de constituer une plateforme qui recenserait une plateforme qui recenserait donc les demandes de médecins traitants. Donc, selon des critères et des priorités qui seraient validés par la communauté, ces patients seraient dirigés en fonction des possibilités de chacun. On pourrait aussi partager au sein de la CPTS nos données actuelles de niveau d'activité qu'on reçoit tous les ans par la CEPAM, et puis se souhaiter afin de répondre aux demandes des patients avec une approche collective et solidaire. Et puis aussi, on pourrait organiser un observatoire de la population en recherche d'un médecin traitant, donc ça qui serait géré par la CPTS, pour imaginer des solutions en fonction des profils
Il est à parier que certains profils, en fonction de caractéristiques médicales, de lieux d'habitation ou de niveau de précarité, ont moins accès aux médecins traitants que d'autres. Et du coup, la communauté, au travers de l'observatoire, avec l'analyse des données de la CEPAM, par exemple, pourrait proposer des solutions qui ne sont pas encore, qui n'ont pas été clairement identifiées par le groupe de travail. Mais il y a, par exemple, la télémédecine, des parcours qu'on pourrait inventer, qui seraient fléchés et accompagnés, et qui peut-être effraieraient un peu moins les médecins traitants, puisqu'ils se sentiraient un peu moins seuls pour accompagner ces patients. L'objectif numéro 2, c'est quand même de faciliter l'exercice de chacun par la coordination des professionnels de santé. Parce que si une CPTS, elle crée un confort de travail pour les professionnels, ce sont aussi les patients qui en bénéficieront. Alors, vous allez me dire, mais comment faire? Eh bien, la première chose, c'est en identifiant et en partageant les bons plans, tout simplement. C'est-à-dire que pour régler un problème X ou Y qui a été rencontré, chacun a pu trouver ou tester une solution de manière isolée ou ponctuelle. Et puis avoir pris des initiatives qui finalement se sont révélées positives et facilitantes. Eh bien, ces expériences, elles sont à identifier, à partager, peut-être à améliorer, à protocoliser et finalement à transposer. Et la force du travail en équipe fera le reste. Une idée en appelant une autre et ainsi de suite. On peut aussi améliorer en partageant l'information patient. Pour pouvoir bien travailler chacun dans sa spécialité, nous avons besoin d'informations précises concernant les patients et qui vont parfois au-delà du dialogue avec le patient. Or, par type de métier et même dans un même métier, nous avons des outils informatiques différents qui ne se parlent pas entre eux. Nous devons commencer par sécuriser ces échanges d'informations et utiliser un outil qui sera à notre service et qui permette de partager les données de façon professionnelle. On en reparlera au cours de ce webinaire, mais un exemple serait par exemple la plateforme TerrySanté. En dégageant du temps médical, alors, comment on va faire? Les médecins traitants, ils peuvent gagner du temps d'exercice médical en s'appuyant sur leurs collègues, infirmiers, kinésithérapeutes, pharmaciens. Je vais vous donner plusieurs exemples de délégations et différents dispositifs qui existent déjà. C'est-à-dire que là, on n'a rien à inventer. Les entretiens pharmaceutiques qui ont pour objectif de diminuer les risques de iatrogénie et d'améliorer l'observance, éviter les mésusages, identifier les habitudes d'automédication qui seraient contradictoires au traitement. Un traitement bien compris et bien géré par le patient, c'est un patient qui appellera certainement moins son médecin traitant et qui nécessitera moins d'accès aux soins non programmés, mais aussi aux hospitalisations, puisque on sait que la iatrogénie est une part importante dans les hospitalisations, surtout des patients chroniques, et puis des reconsultations multiples. Un autre exemple serait le développement sur le territoire des infirmières ASALées. Il y en a quelques-unes déjà, mais c'est quelque chose qui pourrait être un peu plus développé. En 2004, le dispositif ASALée, donc c'est Action de santé libérale en équipe, est un dispositif de coopération entre les médecins généralistes et les infirmiers. Il bénéficie de financements spécifiques, me semble-t-il, de la part du ministère de la Santé et de l'Assurance Maladie, dans le but d'améliorer la prise en charge de patients souffrant de certaines pathologies chroniques, comme le diabète de type 2, la BPCO, c'est-à-dire bronchopneumopathie chronique obstructive, le risque cardiovasculaire élevé, les troubles cognitifs, et d'épargner du temps aux médecins. Il repose sur une offre d'éducation thérapeutique et la délégation dérogatoire d'actes médicaux des infirmiers, notamment les électrocardiogrammes, la spirométrie, la prescription d'examens biologiques, des examens cliniques comme par exemple l'examen du pied diabétique, ou encore des tests de mémoire. On pourrait aussi parler des IPA, qui sont les infirmières en pratique avancée. Le dernier exemple de la délégation de tâches des médecins vers les pharmaciens.
pour la délivrance des traitements antihistaminiques pour la rhinite saisonnière. Donc, tous ces dispositifs existent déjà. L'objectif numéro 3, notre CPTS, c'est que nous devons être une terre d'accueil pour les nouveaux en créant du lien. Alors, vous allez me dire encore une fois, mais comment faire ça? Eh bien, en accueillant et en accompagnant les nouveaux professionnels de santé de premier recours et en les fidélisant. Parce que l'objectif, c'est d'accueillir des jeunes, et des moins jeunes d'ailleurs, hein, pas forcément que des jeunes, mais c'est de les fidéliser. Parce qu'on sait aussi qu'il y a des professionnels qui sont un peu plus nomades. En développant la maîtrise de stage sur un territoire dynamique, organisé, communautaire et bienveillant, pour donner envie aux jeunes qui viennent en stage de s'installer dans de bonnes conditions et d'y rester. Les études qui ont été faites ont montré que, alors là je parle pour les médecins, que des jeunes s'installent souvent vers les lieux de stage ambulatoire. Donc, on a vraiment une carte à jouer là-dessus et je me dis que si ça fonctionne chez les médecins, ça doit fonctionner pour les autres professions. En facilitant via la plateforme CPTS la transmission des données des dossiers médicaux, excusez-moi. L'idée, c'est que les patients dont le médecin traitant arrête son activité les dossiers médicaux des patients dont le médecin arrête son activité pourraient être traités par la plateforme de la CPTS pour éviter la course aux informations en début d'activité, quand les patients changent de médecin traitant. Et le dernier point essentiel, qui finalement est assez simple, mais au quotidien assez difficile à faire, c'est de tenir à jour un fichier des professionnels de santé du territoire. Qui exerce où? Qui fait quoi? Et cela inclut l'activité hospitalière, avec des coordonnées à jour de tous des professionnels, la messagerie sécurisée, les numéros de téléphone. Voilà, donc je pense que nous avons du travail, il y a déjà plein de choses qui existent. Et voilà, j'espère que vous nous retrouverez pour travailler sur cet axe. Je laisse maintenant la parole à Charlotte Liguer, qui est pharmacien à Chartrette, à Bois-le-Roi. Excusez-moi. Bonsoir à tous. Je vais vous présenter le deuxième groupe de travail qui s'est penché sur la thématique des soins non programmés. Alors, lorsqu'on parle des soins non programmés, on fait ici référence aux demandes de soins, c'est-à-dire à la demande de prise en charge de patients qui ont lieu pendant les heures d'ouverture des structures ambulatoires. Autrement dit, ce qu'on pourrait appeler les urgences, en tout cas les urgences ressenties par les patients, mais qui ne nécessitent pas un passage par les services hospitaliers d'urgence. Ces demandes, elles relèvent aussi bien de la médecine générale et peuvent poser des difficultés de prise en charge, en particulier pour les patients sans médecin traitant, mais elles relèvent aussi d'autres spécialités médicales, de la kinésithérapie, du dentaire, par exemple. Le constat qui est fait par le groupe de travail est que des réponses pour prendre en charge les demandes de soins non programmés sont déjà mises en place. Des choses existent avec bien souvent une organisation qui est propre à chaque professionnel ou chaque groupe de professionnels ou structure. Et pourtant, bien qu'elle existe, cette offre de soins non programmés est méconnue entre les différents acteurs et les acteurs du soin non programmé ne se connaissent pas non plus toujours entre eux. De ce constat découlent donc 3 propositions d'action qui pourraient être déployées au sein de la CPTS afin d'améliorer à la fois la prise en charge des patients et l'organisation entre les professionnels. Donc, le premier objectif serait déjà de recenser l'existant, c'est-à-dire connaître et faire connaître ce qui l'offre de soins non programmés. Deuxième proposition, en s'appuyant sur les acteurs qui existent et qui auront été identifiés, de participer à la coordination des soins non programmés, en s'appuyant, et c'est le troisième point, sur les solutions innovantes et nouvelles technologies de communication.
Donc, le premier objectif, connaître et faire connaître l'offre de soins non programmés, c'est donc de recenser l'existant, d'apprendre à connaître les créneaux d'urgence proposés par les médecins, les dentistes, les kinésithérapeutes, les spécialistes, et les poser sur une carte afin de pouvoir diffuser auprès des professionnels de la CPTS une information claire sur les acteurs et l'organisation des soins non programmés. D'autre part, il paraît nécessaire de se concentrer sur la place des usagers, puisque ce sont eux les premiers demandeurs qui contactent les professionnels de santé pour un problème aigu, une entorse de cheville, une infection urinaire. Donc la proposition serait de définir des référents patients sur le soin non programmé, afin d'une part de comprendre quels sont les besoins des patients et quelle est la compréhension de ce qu'est une urgence, et d'autre part, là encore, de recenser l'existant en matière d'outils pédagogiques existants, et puis de faire participer les référents patients à des ateliers de création d'outils d'information à visée du grand public. Je passe la parole à Sylvie Lenné, directrice du dispositif d'appui à la coordination Sud Seine-et-Marne, pour la suite de cet axe de travail. Bonsoir à tous. Donc, pour le coup, je vais plutôt vous présenter l'objectif 2 et l'objectif 3 que Charlotte vous a présenté en introduction. Donc, l'idée, c'est de, pour le coup, participer à la coordination des soins non programmés sur le territoire de la CPTS. Et pour ce faire, on s'est fixé plusieurs axes. D'abord, collaborer avec le service d'accès aux soins, le futur service d'accès aux soins, le SAS. L'idée, c'est de partager en fait une cartographie avec le SAMU pour que les patients en fait qui sont sur le territoire de la CPTS restent dans cette zone géographique quand ils sont régulés par ce SAS. Deuxième axe, c'est faciliter la participation des professionnels volontaires aux soins non programmés. L'idée, c'est d'avoir l'appui en fait de la CPTS pour être identifié comme acteur des soins non programmés et constituer finalement un annuaire CPTS sur les professionnels qui participent aux soins non programmés. Troisième axe, qui est important, c'est de se dire quand finalement un patient est allé voir un autre médecin dans le cadre de ce recours aux soins non programmés, il faut assurer ce lien entre le médecin traitant initial et donc on souhaiterait mettre en place pour le coup un outil pratique assez simple, une fiche entre les acteurs de soins non programmés qui serait sécurisée ou, comme l'exprimait Sophie, peut-être par l'outil TerrySanté. Quatrième axe, travailler sur l'augmentation des plages de garde ambulatoire sur les secteurs non ou peu couverts par la PDSA. Donc ça, c'est un travail avec tous les acteurs de la PDSA, MU77, SOS, et également un travail sur le développement, l'élargissement des plages horaires déjà existantes. Objectif 3, développer des solutions innovantes pour les soins non programmés. Donc là, on a plutôt identifié deux axes. Un premier axe qui est autour de toute l'expérimentation de la pluriprofessionnalité. J'ai envie de dire expérimenter et faire connaître pour les soins non programmés, les protocoles de coopération interprofessionnelle. Je citerai comme exemple le binôme qui est assez connu de consultation médecin-infirmier. Je citerai également le protocole interprofessionnel d'accès direct au kiné, par exemple, quand il y a des entorses de cheville, mais également l'accès direct au pharmacien qui est possible en cas de cystite. Deuxième axe, identifier des solutions de télémédecine qui pourront répondre aux problématiques d'accès aux soins non programmés du territoire de la CPTS. Et là, pour le coup, le groupe a identifié déjà les cabines de télémédecine qui sont en train de se développer, qui pourraient être utilisées en lien avec les soins non programmés identifiés dans la CPTS pour que ce soit les praticiens du territoire qui assurent ces consultations et que ce ne soit pas des consultations par des praticiens d'autres départements. Et puis, deuxième exemple, ça pourrait être aussi de favoriser la possibilité d'avis dans le cadre de ces soins non programmés par la téléexpertise. Voilà. Je vais passer pour le coup la parole à Tan Phan, qui est médecin généraliste à la maison de santé de Fontainebleau, et Marie Chaubet, qui est oncologue au centre hospitalier Sud Seine-et-Marne, pour vous présenter l'axe 3, qui est le renforcement des liens ville-hôpital.
Donc, bonsoir à tous. Nous allons donc vous présenter le troisième axe du projet de santé de la CPTS 77, donc renforcer les liens ville-hôpital. Donc cet axe découle du questionnaire qui a été envoyé aux professionnels de santé en mars 2020, aux professionnels de santé du territoire. Dans ce questionnaire, la majorité des professionnels, au premier rang desquels les médecins, les infirmiers et les pharmaciens, ont déclaré rencontrer d'importantes difficultés, à la fois pour l'admission des patients en hospitalisation et pour le suivi à la sortie d'hospitalisation. Comme vous le savez tous, cette dernière année de crise Covid a été particulière et elle a montré que la coopération et la communication entre les professionnels de santé de ville et de l'hôpital permettaient de surmonter ces difficultés et de faciliter considérablement les parcours de soins. Le resserrement des liens entre le premier et le second recours est possible et améliore les conditions d'exercice de chacun au bénéfice des patients. C'est dans cette perspective positive et constructive que s'inscrit l'objectif général de ce troisième axe lien ville-hôpital, qui est d'améliorer la communication entre les professionnels hospitaliers et les professionnels libéraux afin de permettre une prise en charge plus fluide et un suivi continu des patients. 4 objectifs opérationnels ont ainsi été définis. L'objectif 1, développer l'information et la communication entre les professionnels. Le deuxième objectif, informer sur les procédures d'admission dans les différents services hospitaliers. Le troisième objectif, améliorer les conditions de sortie d'hospitalisation. Et enfin, quatrième objectif, développer la collaboration interprofessionnelle avec les équipes hospitalières. Pour le premier objectif, développer l'information et la communication entre les professionnels, il s'agit tout d'abord de développer les outils de communication sécurisés qui facilitent le partage d'informations médicales et médico-sociales, comme les messageries sécurisées ou encore la plateforme Térisanté, comme en parlait Sophie Brossier tout à l'heure, une plateforme qui est proposée par l'Agence régionale de santé pour faciliter la coordination et la prise en charge des patients. Ensuite, il s'agit de déployer les lignes d'astreinte téléphoniques dédiées. Ces lignes sont déjà mises en place dans certains services hospitaliers, comme en infectiologie sur le site de Fontainebleau. Et l'organisation de ces lignes, elle apporte un bénéfice aux patients en permettant aux professionnels libéraux d'accéder, par exemple, facilement à un avis des spécialistes hospitaliers en cas de problématique qu'ils ont identifiée, ou encore pour échanger avec eux sur un patient en commun. Enfin, il s'agit de renforcer l'identification des professionnels du territoire à travers la création d'un annuaire détaillé et mis à jour régulièrement, ce qui contribuera à une meilleure connaissance des ressources, des services et des compétences, à la fois des établissements et des professionnels du territoire. Le deuxième objectif, informer sur les procédures d'admission dans les différents services. Les objectifs seraient de concevoir un protocole d'admission directe dans certains services hospitaliers permettant de programmer les admissions et d'anticiper la réalisation d'éventuels examens complémentaires. Ce sont des choses qu'on fait déjà de manière non formelle, mais pourrait imaginer qu'il y ait des numéros d'astreinte téléphonique qui permettent aux professionnels de ville de communiquer directement avec un spécialiste ou un médecin hospitalier pour échanger sur un cas, avancer les examens complémentaires. Je prends l'exemple dans ce qui me concerne, dans le cas d'une suspicion de cancer, d'échanger sur les examens qui peuvent être faits avant la consultation, ainsi de permettre des consultations plus rapides ou des hospitalisations en échangeant sur les meilleures modalités de prise en charge en fonction du contexte social du patient. Et on pourrait aussi créer une possibilité d'admission directe informatisée qui serait accessible aux professionnels de la CPTS via soit une messagerie sécurisée, soit un formulaire qui permet aux professionnels de ville d'envoyer directement une demande aux professionnels hospitaliers en cas de nécessité d'hospitalisation. Tout ça ayant bien sûr pour objectif d'éviter des passages inutiles aux urgences quand un médecin sait très bien que son patient a besoin d'être hospitalisé, mais qui n'a pas forcément de critères d'urgence. Pour le troisième objectif, améliorer les conditions de sortie d'hospitalisation, il s'agit de formaliser l'envoi de compte rendu hospitalier par messagerie sécurisée au cercle de soins habituel du patient, à savoir le médecin traitant, l'infirmier et le pharmacien désigné par le patient.
Donc, cela nécessitera d'identifier précisément ce cercle de soins en ville, ainsi que les professionnels et hospitaliers qui auront pris en charge le patient pendant l'épisode de soins. En pratique, les professionnels hospitaliers pourront se servir du logiciel Télésanté, encore une fois, pour envoyer au cercle de soins du patient les comptes rendus de sortie des urgences, les comptes rendus d'hospitalisation, les résultats d'examens complémentaires faits à l'hôpital ou encore les ordonnances de médicaments. Les professionnels libéraux pourront alors consulter ces documents, ce qui permettra d'avoir toutes les informations utiles dans le relais de la prise en charge du patient et d'éviter, par exemple, de refaire des examens qui auraient déjà été faits. Sur le fond, la trame de courrier de sortie d'hospitalisation sera validée par les professionnels hospitaliers et les professionnels libéraux et sera simple dans sa forme. Une seule page, un résumé court sur le motif d'hospitalisation, les examens complémentaires effectués, le diagnostic de sortie et le plan de soins prévu. Si les résultats d'examens complémentaires effectués à l'hôpital ne sont pas encore disponibles, les professionnels libéraux pourront accéder au logiciel Appli10 qui comporte les comptes rendus d'examen du centre hospitalier Sud-Seine-et-Marne. Cela permettra au final d'élaborer un protocole commun et coordonné ville-hôpital de sortie d'hospitalisation. Un tel protocole a d'ailleurs été mis en place en 2020 pour les sorties de patients hospitalisés de Covid par un groupe de travail qui rassemblait déjà des professionnels de ville et de l'hôpital, ainsi que le conseil départemental de l'ordre des médecins et des représentants du dispositif d'appui à la coordination et du secteur médico-social. Donc ce protocole Covid qui a été mis en place l'année dernière peut constituer une base qui pourrait être transposée à d'autres situations de soins. Enfin, quatrième et dernier objectif, développer la collaboration interprofessionnelle avec les équipes hospitalières. Cela peut être fait à travers des temps d'échange entre les professionnels de ville et des établissements de santé, avec des temps d'échange, de formation. Ça a déjà été souligné précédemment, mais il est bien important de se connaître pour arriver à travailler ensemble et discuter autour de thèmes et se rencontrer serait un apport pour cela. Améliorer la collaboration interprofessionnelle pour les patients atteints de cancer à travers la participation des médecins traitants des patients. En se connaissant mieux, on peut mieux se coordonner pour la prise en charge de ces pathologies lourdes. Et optimiser la prise en charge en ville peut permettre d'éviter le recours à des hospitalisations inutiles et des passages aux urgences si le médecin traitant est impliqué à tous les étages. Et on sait bien qu'une fois qu'ils rentrent dans le cercle de l'hôpital où ils sont vus très régulièrement, parfois le médecin traitant est sorti de la boucle. L'autre étape où la ville est aussi extrêmement importante, c'est par exemple dans l'après-cancer, où il est important qu'il y ait un échange sur quel va être le suivi et comment partager ce suivi, quelles sont les règles, par exemple hygiéno-diététiques qui devront être suivies dans le suivi de ces patients. Nous allons maintenant passer la parole à Célia Bibolé-Bonin, infirmière à la maison de santé pluriprofessionnelle universitaire de Fontainebleau, pour la présentation de l'axe consolider les parcours de soins. Bonsoir. Je vais vous parler du quatrième axe du projet de santé de la CPTS Sud 77, donc consolider les parcours de soins. Suite à cette grande enquête, vous avez été nombreux à pointer deux problématiques majeures. Un manque général de connaissance des ressources et l'insuffisance, voire l'absence de coordination entre les professionnels. Répondre et résoudre ces deux problématiques est une priorité pour imaginer aller plus loin et concevoir des parcours spécifiques. Ne pas avoir connaissance des ressources auprès de soi creuse un sentiment de solitude et d'isolement pour le professionnel, alors que probablement les ressources sont près de lui. Deux objectifs. Améliorer la connaissance des ressources et les partages interprofessionnels et trouver des solutions pour fluidifier les parcours de soins complexes.
avec un exemple, une suggestion d'un parcours de soins complexes qui pourrait être développé dans le Sud 77. Le premier objectif est très pratico-pratique. Il s'agit de développer des moyens de communication, une ligne téléphonique réservée aux professionnels de santé pour joindre une personne qualifiée qui peut soit répondre, soit orienter, et un site Internet déjà comportant des informations opérationnelles, vérifiées, et éventuellement des liens avec des plateformes ou des fichiers déjà existants et tout à fait performants, mais dont nous ignorons l'existence. Par exemple, Maillage 77. Donc, comment procéder pour adresser tel patient à tel endroit? Qui appeler quand je me trouve dans telle solution? 2 outils pour nous aider à y répondre. Et ensuite, en organisant des rencontres pluriprofessionnelles. Ces informations pourront être ainsi transmises, mises à jour et partagées, voire suggérées, car une situation complexe se reproduit souvent. Le second objectif est de trouver des solutions pour fluidifier les parcours de soins. Plus question de perdre un patient, de recréer un environnement qui fonctionnait. Alors qu'on ne savait rien sur ce patient, on reconstruit tout, alors que tout fonctionnait avant. Ou alors, gérer 2 ordres contradictoires. Donc, le premier outil, l'outil TerrySanté, est certainement la clé de transmission du dossier du patient. Cet outil, dont on vous a déjà parlé, suit le patient. Il intègre son cercle de soins. Il intègre les résultats d'examen, les prescriptions antérieures, les antécédents, des remarques utiles qui peuvent faciliter la prise en charge. Et en plus, ce dossier peut être enrichi à tout moment. L'outil existe, il est labellisé et en plus, la formation pour y accéder et l'utiliser est facile et accessible. Ensuite, intégrer la CPTS à des situations complexes, créer un réseau avec des personnes référentes au sein des structures ressources. Et ensuite, un référentiel du qui fait quoi. Ne rêvons-nous pas d'évoluer beaucoup plus sereinement dans les méandres des acronymes PAT, DAC, SAFA, MAS, CIAO. Bon, on peut avoir les explications, mais si en plus on a l'accès et les modalités d'accès à toutes ces ressources, là, les solutions qui jusque-là nous paraissaient inaccessibles vont nous aider à offrir des solutions pour nos patients. Voici un exemple de parcours complexe qui aurait toute pertinence sur nos territoires. La santé mentale, vous avez été très nombreux à dire que c'était un maillon qui manquait et toujours un sujet qui nous mettait en difficulté. La CPTS pourrait nous aider à organiser des formations aux professionnels de santé au sujet des troubles psychiques. Elle pourrait aussi nous aider à faciliter l'accès aux structures ambulatoires pour les patients. Et ensuite, elle pourrait venir nous aider à construire une réponse en ville pour aider le cercle de soins en difficulté. Je vais maintenant passer la parole à Jean-Denis Huneker, médecin généraliste à Nemours. Bonjour à tous. Alors, le dernier axe qui nous a paru important pour le projet de santé est celui de la prévention. C'est un sujet très vaste et nous avons dû faire des choix pour savoir quelle thématique gagnerait à être en premier abordée avant d'autres qui le seront plus tard. Les choix ont été faits après croisement de la lecture, du diagnostic territorial et d'une concertation au prix d'un groupe de travail riche composé de médecins généralistes, médecins de PMI, médecins scolaires, médecins du travail, infirmiers, pharmaciens, kinésithérapeutes, diététiciens et psychologues. Voici les 3 premières thématiques qui ont été retenues par le groupe de travail. Tout d'abord,
améliorer l'articulation des soins de prévention portés par les acteurs de prévention. Ensuite, il nous a paru important et fédérateur que le projet de CPTS prenne soin de ces acteurs eux-mêmes pour leur bien-être et la qualité des soins prodigués. Nous avons pensé d'abord particulièrement aux acteurs de soins à domicile et l'objectif de prévention proposé est de prévenir le risque professionnel, troubles musculo-squelettiques et épuisement professionnel notamment. Enfin, nous avons choisi la prévention de la sédentarité chez les enfants, point qui répond à la forte prévalence de maladies articulaires sur le territoire et au constat des professionnels de santé s'occupant d'enfants. Si on rentre un peu plus dans les détails, l'objectif 1 est donc d'améliorer l'articulation des actions de prévention portées par les acteurs de prévention. Le groupe de travail s'est rendu compte qu'il existe de multiples acteurs et actions de prévention qui œuvrent parfois sur les mêmes thématiques, mais sans forcément bien se connaître entre eux et savoir ce qui existe déjà. Il nous paraît ainsi nécessaire de mieux connaître les actions des différents intervenants en prévention, donc médecins traitants, PMI, médecine du travail, médecine scolaire, maison de sport santé, etc., et des actions de prévention qui sont menées ou encouragées, vaccination, dépistage des cancers, et de diffuser ces informations. Nous pensons que ce relais d'information est une première étape nécessaire et qui favorisera déjà grandement l'articulation des actions de prévention sur le territoire. Ensuite, autour d'un même patient, des outils de communication entre professionnels devront être renforcés et le groupe de travail était unanime sur le fait qu'un répertoire territorial des différents acteurs de prévention serait une grande aide pour chacun. L'objectif 2, nous disions, était de prévenir les risques professionnels des acteurs du soin à domicile. En particulier, les deux risques qui sont prévalents, c'est-à-dire les troubles musculo-squelettiques et l'épuisement professionnel. Le groupe de travail a proposé plusieurs pistes pour cet objectif. D'abord, organiser des rencontres entre les employeurs du secteur de l'aide à domicile et les acteurs de prévention. Concevoir des actions de prévention en lien avec les employeurs et les acteurs de prévention, en concevant des fiches, des vidéos conseils, des ateliers de prévention, des ciné-débats. Faciliter l'organisation également de groupes d'échange et d'analyse de pratiques pour les professionnels, permettre d'échanger sur des situations vécues, difficiles de patients ou simplement échanger sur les pratiques. Et aussi de créer un numéro de contact à destination des professionnels pour faciliter l'orientation individuelle dans un parcours de soins prioritaires. Le troisième objectif de prévention est de prévenir la sédentarité chez l'enfant, domaine qui couvre de nombreux thèmes, dont l'exposition aux écrans, l'alimentation et corrélativement le surpoids, voire l'obésité. Une première piste est de créer un parcours activité physique adapté pour les enfants à risque. À noter que ce type de parcours est déjà en cours de construction, notamment en partenariat avec le Centre Sport Santé de Fontainebleau. Il a été relevé que l'accès aux ressources existantes était difficile d'accès aux professionnels et il semble important d'avoir un guide unique disponible chez les professionnels de santé. Enfin, seront développées des actions de formation et d'information sur les thèmes en lien avec cet objectif. Et je laisse du coup... Nous allons maintenant découvrir les réponses au petit sondage qui concernait votre profession ainsi que votre lieu d'exercice, proposé dans le chat en début de soirée. Donc, nous découvrons en même temps que vous les résultats avec une proportion importante de médecins et d'infirmiers ainsi que de chirurgiens dentistes. 43 réponses
Donc, 43 professionnels ont répondu. Nous savons que ce soir, il y a également des professionnels du secteur social, de réseaux de santé, et que ces professionnels-là, qui sont des partenaires importants pour la CPTS, n'ont pas pu répondre puisqu'ils ne rentraient dans aucune des cases proposées. Alors, on va également pouvoir découvrir les lieux d'exercice des professionnels présents ce soir. Donc, nous voyons là l'ensemble des lieux d'exercice des professionnels qui ont répondu et qui participent à ce webinaire. Donc, nous voyons qu'il y a certaines villes qui sont en dehors du territoire de la CPTS, mais nous savions que certains professionnels nous avaient prévenu qu'ils viendraient voir ce que nous avions préparé, pour pouvoir parfois s'en inspirer pour d'autres projets de CPTS qui émergent ailleurs dans le département. Et puis pour le reste, des professionnels qui ont participé aux différents groupes de travail. Je rappelle qu'il y avait plus de 40 professionnels dans ces groupes et qui concernent donc bien les 4 communautés de communes de Moret-Seine-et-Loing, Pays de Nemours, Gâtinais-Val-de-Loing et la communauté d'agglomération du Pays de Fontainebleau. Alors, en quoi est-il nécessaire pour les libéraux de s'organiser ? Regrouper les libéraux du territoire au sein d'une association claire, identifiée, permet à la fois d'améliorer la communication, qu'elle soit ascendante ou descendante. Le PTS porte plus lisiblement la parole et les problématiques spécifiques du territoire. Se regrouper offre une meilleure visibilité vis-à-vis du centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne, des municipalités ou de toute autre institution qui souhaite rentrer en communication avec les libéraux. Par exemple, le centre de vaccination de Fontainebleau a été créé quand le maire de Fontainebleau, M. Valtou, s'est tourné vers les infirmiers libéraux du groupe pilote. Je vous propose de visionner un petit film réalisé par Olivier Burton et Célia Bibolet-Bonin, tous deux infirmiers libéraux à Fontainebleau. Et juste après ce petit film, nous répondrons à vos questions arrivées sur le chat au cours de la soirée. Célia Bibolet-Bonin, infirmière azalée et coordinatrice du centre de vaccination de Fontainebleau. Ce centre a ouvert le 18 janvier 2021. Cette création fait suite à une demande urgente du ministère des Solidarités et de la Santé du 14 janvier 2021. La préfecture de Seine-et-Marne s'est tournée vers les mairies de ces villes appuyées sur un hôpital. Et M. Valtou s'est naturellement tourné vers les infirmiers libéraux du groupe pilote du projet de la CPTS Sud 77 pour monter le centre de vaccination de Fontainebleau. Cette création est inédite et ce projet très ambitieux. Grâce au projet de la CPTS, l'organisation et la coordination entre tous les professionnels de santé, et en tout cas des professionnels qui ne se connaissaient pas forcément, a pu se faire et on a pu monter ce centre de vaccination ici à Fontainebleau. Un groupe de travail s'est très rapidement organisé autour du docteur Sandra de Matos, qui s'est positionnée en médecin coordinateur, rôle indispensable pour amorcer le fonctionnement et la distribution du vaccin Pfizer. Le centre de vaccination de Fontainebleau a pour mission de répondre aux besoins de la population du pays de Fontainebleau en particulier, mais aussi aux besoins de tous, car la distribution des doses de vaccins n'a jamais été sectorisée. Pour mieux répondre à cette nouvelle mission, le groupe de travail s'est organisé rapidement en imaginant un exercice nouveau. En tout premier lieu, nous avons élaboré des protocoles de vaccination en lien avec les recommandations de l'HAS pour garantir la sécurité pré- et post-vaccinale des usagers. Puis nous avons adapté les locaux à une logistique propre au vaccin Pfizer et à ses spécificités, et surtout conçu un circuit optimal du patient au sein du centre, en respectant les règles sanitaires et le grand âge de nos aînés. Bonjour, je suis Marie-Agnès, infirmière libérale et coordinatrice au centre de Fontainebleau. Alors le côté inédit de ce projet a été de créer une véritable synergie entre tous les acteurs qui interviennent au centre. Une relation inédite, c'est
tissée avec la mairie et aujourd'hui une réelle collaboration pérenne et de confiance s'est instaurée. Elle permet de prendre des décisions en tenant compte des priorités de chacun. Benjamin, infirmier coordinateur au centre de vaccination de Fontainebleau. Le défi est aujourd'hui d'adapter quotidiennement le planning pour que tous les professionnels de santé puissent intervenir et interagir en fonction de leur champ de compétences. Il y a des professionnels de santé autonomes et prescripteurs, les retraités ou les salariés qui travaillent en binôme avec un médecin et 2 postes de préparateurs pour garantir la sécurité des doses. Moi, je voulais vous remercier vraiment très fort parce qu'on n'attend pas. Vous êtes souriants comme tout, c'est un accueil complètement désangoissé, c'est vraiment très chouette. Et puis là, nous, on va pouvoir recommencer à avoir une vie un peu normale, voilà, voir les petits-enfants, c'est certes, mais raconter des histoires dans l'école, faire des tas de choses comme ça. Donc voilà. Eh bien, grâce au bon vaccin que je viens d'avoir, sans une douleur d'ailleurs, je vais enfin pouvoir aller voir mes petits-enfants parce que vraiment ça nous manque. Voilà. Je voulais simplement remercier tous les participants à cette séance pour votre compétence et votre gentillesse. Et vous jouerez un grand rôle certainement dans la reprise des activités normales qu'on en attend. Sandra de Matos, je suis médecin généraliste et je coordonne le centre de vaccination de Fontainebleau. Ce centre de vaccination n'aurait pas pu ouvrir sans l'engagement et la mobilisation des professionnels de santé, des pompiers, des agents administratifs et de tous les bénévoles. Donc je tenais à tous vous remercier particulièrement et chaleureusement. Merci. Voilà, donc il est important de noter que l'ACPTS est une association de professionnels libéraux sur le territoire avec des partenaires que seront les établissements de santé, les réseaux de soins et les associations qui portent donc des projets, des missions, notamment en ce qui concerne le secteur social. L'ACPTS n'a pas vocation à être un quelconque syndicat ou à porter des revendications. Elle est un appui pour les professionnels pour améliorer, faciliter la communication et ne sera en aucun cas non plus un étendard politique. Elle gardera bien son indépendance et sera constituée par les professionnels libéraux pour les professionnels libéraux. Je vous propose donc que nous jetions un œil maintenant aux questions qui sont arrivées sur le chat ou qui vont peut-être arriver sur le chat. Donc, je vois les commentaires au sujet du petit film sur le centre de vaccination. Voilà, donc c'est les 2 films que vous avez vus. Donc le premier, le teasing en début de soirée, et celui-ci ont été, je le précise, réalisé grâce à un infirmier libéral de Fontainebleau qui est passionné et particulièrement compétent en matière d'image et de film. Et donc, c'est lui qui a intégralement filmé et réalisé le montage en un temps record pour un résultat qui, je trouve personnellement, est assez pro. Alors, j'ai vu passer une question en ce qui concerne Terry Santé, je crois. Alors, Terry Santé est une plateforme donc de partage de dossiers, d'informations, avec une interopérabilité avec les logiciels métiers qui n'existe pas pour le moment parfaitement entre tous les logiciels, mais qui est en cours et qui concerne également les logiciels des centres hospitaliers. Évidemment, cette plateforme donc, qui est régionale, qui concernera toute l'Île-de-France,
permettra vraiment, quand elle sera effective et que les dossiers, effectivement, les dossiers praticiens, professionnels de santé et les dossiers patients seront créés, permettra de renseigner le cercle de soins du patient et d'échanger également des informations et des documents de façon à faciliter la prise en charge. Donc, de ne pas attendre des comptes rendus qui mettent des jours à arriver, des résultats d'examen, etc. Donc, bien sûr, cet outil actuellement n'est pas parfait, il ne répond pas à nos attentes et ne pourra y répondre qu'une fois que les comptes professionnels et les comptes de patients seront déjà créés. Donc, n'hésitez pas à vous rapprocher de la CPTS, de l'Agence régionale de santé ou des autres acteurs qui sont à même de vous renseigner sur la façon dont vous pouvez créer votre compte professionnel. Vous serez aidé et une formation de prise en main de l'outil est organisée dans ce cas. Et vous pouvez également créer des comptes patients pour notamment les prises en charge les plus complexes. C'est surtout pour celles-ci que c'est le plus intéressant. Voilà, donc nous, à la maison de santé de Fontainebleau, pour donner cet exemple, et à Nemours également, l'outil Terrisanté est déjà utilisé, donc nous l'expérimentons, et notamment en ce qui concerne les patients âgés avec des parcours et des prises en charge complexes et qui intéressent aussi des acteurs qui sont bien sûr extérieurs à nos murs. L'idée avec une CPTS, c'est d'essayer finalement d'étendre le principe de l'exercice coordonné à un territoire et non plus dans les murs. Alors, je regarde rapidement les questions. Donc, comment on se connecte à Appli10 ? Donc, Appli10 vient d'être déployé. La CPTS accompagnera les professionnels sur cette application. Je ne vais pas rentrer dans les détails ce soir, mais effectivement, la CPTS sera un outil et un partenaire pour utiliser cet outil. Donc, Terrisanté, difficile d'accéder à l'outil Terrisanté. D'accord. Donc, pour Terrisanté, je viens juste de répondre à la question. Et est-il possible d'avoir plus d'informations sur le système de partage d'informations ? Est-il axé uniquement sur les données patients? Concerne-t-il également la facturation des soins? Alors ça concerne une question qui, c'est sur quel partage d'informations qu'on nous questionne. Les données patients de quel outil? C'est pas un système de facturation, c'est un système d'information. De Terrisanté, on parle? Si on parle de Terrisanté, donc Terrisanté n'est pas un logiciel de facturation, c'est pas un logiciel métier, c'est un logiciel qui sera en interopérabilité avec nos logiciels pour chacun d'entre nous. Et en plus, on a chacun, en fonction de nos professions et à l'intérieur même de nos professions, on a chacun nos logiciels. Et cet outil viendra en interopérabilité extraire des données automatiquement de ces logiciels, mais il ne permettra pas de facturer des consultations ou d'autres. Donc, en ce qui concerne la dynamique de prise en charge des patients sur le territoire, la CPTS sera à même, si les professionnels le demandent, d'organiser des partages d'expériences sur les différentes offres et que permet l'outil et un soutien technique pour la constitution d'une patientèle pour les nouveaux arrivants. Je pense qu'on parlait des professionnels qui arrivent. Voilà, n'hésitez pas. Donc, le DMP, je lis en même temps. Donc, on parle beaucoup du DMP, mais je vois que
des réponses sont déjà apportées sur le chat en ce qui concerne le dossier médical partagé. Je laisse la parole au docteur Fan qui va prendre le relais pour des questions davantage médicales. Oui, donc il y avait une question sur l'admission des patients d'hospitalisation. En particulier, quand on appelle, on nous répond il faut que le patient passe par les urgences pour avoir tel examen complémentaire avant qu'il ne monte dans le service en question. Donc c'est justement par rapport à cette problématique que la CPTS peut, en lien avec le centre hospitalier, peut aider à répondre justement, comme je disais tout à l'heure, en appelant les spécialistes hospitaliers, en extendant un avis et puis en expliquant à son confrère que voilà, on a telle problématique avec un patient qu'on veut l'hospitaliser, on peut justement prévoir des examens complémentaires en amont, avant l'hospitalisation en question, ce qui permet de gagner du temps et justement que le patient il évite de passer par les urgences, de revoir un autre médecin, de réexpliquer le problème et de justement perdre du temps et justement que les examens soient faits en doublon. Donc, c'est justement ce qu'a montré la crise Covid sur cette dernière année, où justement, il y avait des demi-journées où on avait des infectiologues qui étaient prêts à nous répondre en ayant un accès direct par téléphone. Et donc, on pouvait dialoguer si on avait un souci avec ces médecins pour justement dire on a tel patient hospitalisé, avez-vous une place, voilà, on prévoit ça, les examens étaient déjà faits en amont. Et donc, on n'avait plus qu'à envoyer le patient en hospitalisation avec les comptes rendus des examens. Donc, c'est justement cette problématique-là à laquelle la CPTS peut répondre. Voilà, il n'y aura pas de solution miracle. On nous demande une hospitalisation, on essaye d'avoir une place, on essaye de faire toujours au mieux, mais c'est toujours plus facile si on a un numéro de téléphone. Déjà, je pense qu'un des premiers principaux problème, c'est d'arriver à nous joindre et ensuite, en discutant, on trouve la meilleure solution. Et là, la CPTS peut aider en ayant les coordonnées déjà. Est-ce que je peux intervenir? Je peux intervenir? Bonsoir, je suis le docteur Saïdi. Bonsoir. Bonsoir. Oui, allez-y, je vous en prie. Docteur Saïdi. Oui, je Docteur Saïdi, vous pouvez vous présenter avant de poser votre question ou de faire votre commentaire, s'il vous plaît. Le docteur a coupé son micro, il faut l'ouvrir. Est-ce que vous m'entendez mieux? Oui, c'est bon. On entend. Voilà. Allez-y. Donc, je ne sais pas si on a entendu le début. Je suis le docteur Saïdi. Est-ce que vous pouvez vous présenter, docteur Saïdi, avant de poser votre question? Alors, je recommence. Je suis le docteur Saïdi. Je suis chef de pôle de la médecine au centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne. Je tenais à préciser que depuis le 1er janvier 2017, les 3 hôpitaux du Sud Seine-et-Marne avaient fusionné et que nous avions réorganisé tout le système de prise en charge des patients. Concernant le renforcement du lien ville-hôpital, nous avons donné des numéros de téléphone de médecins référents. C'est-à-dire que ça permettra d'améliorer les échanges, voire les hospitalisations directes. Et ça concerne la médecine interne, la médecine générale, l'infectiologie, la cancérologie, puisque vous avez le docteur Chaubec qui est avec vous. C'est simplement peut-être de donner ces numéros de téléphone de médecins référents. Voilà ce que je voulais dire. Je vous laisse continuer, excusez. Merci, docteur Saïdi. Il n'y avait pas d'autres questions sur le lien ville-hôpital. Je redonne la... Il y a d'autres questions auxquelles on peut répondre. Je passe la parole à Céline Raclou.
Donc, le projet de été présenté ce soir est une première base de travail, bien sûr, qui concerne les 3 années à venir. Il va par la suite s'enrichir et se construire par les apports de chacun au sein de cette CPTS Sud-77. Il n'est pas exhaustif non plus et beaucoup d'autres thèmes et enjeux méritent également que l'on s'y penche dans le futur. Le premier enjeu est de formaliser au sein d'une association cette dynamique de cohésion territoriale de la CPTS, qu'elle puisse poursuivre son travail d'information et de relais auprès de ses adhérents, ainsi que le maillage du territoire et le renforcement des liens, notamment auprès des partenaires sanitaires et médico-sociaux du secteur. Je tiens à remercier particulièrement les professionnels qui ont participé à tous les groupes de travail sur ces 5 axes, surtout dans une période estivale et une année compliquée. Et je vous invite à m'adresser un mail pour nous rejoindre à cptssud77@gmail.com. Merci à tous et bonne soirée.